Le Mag Europe. Bienvenue à tous dans le Mag Europe. Sur Sensation, voici le sommaire. Une femme sur trois en Europe a déjà subi des violences physiques et ou sexuelles. L'eurodéputé Mounir Satouri sera notre invité. On estime que 20% de la nourriture produite dans l'Union européenne est gaspillée ou perdue. Où en sommes-nous dans la lutte contre le gaspillage alimentaire? On fera le point dans la rubrique Chez nos voisins. Le 112 a été créé en 1991, un numéro d'appel d'urgence né d'un constat, les hausses de déplacement des citoyens européens dans l'Union. Explication dans un instant. Et à la fin de cette émission, 3 bonnes raisons de découvrir l'Italie avec Stéphane Renard. Mais tout de suite, direction notre studio des Yvelines, un brassard pour contrôler le diabète, un projet innovant qui a bénéficié de fonds européens. Jean-Christophe Lourme, président de Valotech, est l'invité de Math Finance. Le Mag Europe. En début d'année, la Fondation de l'Avenir, qui a pour vocation de soutenir et de promouvoir la recherche et l'innovation en santé, a indiqué que la thématique majeure de l'année 2019 était l'innovation biomédicale et technologie pour la santé. Valotech fait partie de ces entreprises d'Île-de-France travaillant sur l'innovation médicale. Son président, Jean-Christophe Lourme, est d'ailleurs avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors Valotech, pour résumer, est une entreprise qui va faire évoluer l'idée d'un dispositif médical innovant à un véritable dispositif commercialisable. Est-ce qu'on peut dire que c'est une entreprise porteuse de projets ou support à l'innovation ? Les deux, je dirais. On est issus nous-mêmes d'un laboratoire de recherche, un laboratoire qui s'appelle le SATI, qui est un des laboratoires de l'École normale supérieure de Cachan, qui maintenant s'appelle École normale supérieure de Paris-Saclay, puisqu'elle a déménagé. Et on est vraiment à l'interface entre le monde de la recherche, que ce soit la recherche en physique, en capteur, en traitement du signal, et l'innovation dans les hôpitaux, avec aussi des liens avec le monde clinique. Et le but, c'est de pouvoir permettre d'avoir des innovations qui peuvent être faites en termes de dispositifs ou en termes de traitement, qu'on puisse les amener dans les mains des patients et qui puissent bénéficier d'un ensemble de technologies et de services qui permettent d'améliorer leur traitement ou leur suivi ou la façon dont ils vont pouvoir vivre leur maladie. Alors ces projets, comment sont-ils traités ? Il y a du financement, ça va de la conception jusqu'au test. Qu'est-ce que Valotech fait avec ces projets ? Nous, on intervient sur les étapes, je dirais, très amont. Donc d'un médecin à l'hôpital, d'un infirmier dans un service qui a une idée d'un dispositif ou d'une façon de faire qui permettrait d'améliorer la prise en charge du patient. Et donc nous, on va vraiment intervenir dès le départ. Alors ça peut être sur des questions, je dirais, toutes bêtes, mais pas forcément toutes bêtes, de physique. Est-ce que ce dispositif, on serait capable de l'intégrer dans telle ou telle dimension pour en faire un dispositif, par exemple, implantable ? Quelle serait l'autonomie de la batterie dans telle ou telle condition, pour voir si cette idée ingénieuse qu'a eu une personne à un moment donné, est-ce qu'on peut réellement en faire un dispositif qui, à un moment donné, pourra ou pas aider un patient dans la vie réelle. Et Valotech ne travaille pas dans n'importe quel domaine, on ne parle pas d'astrophysique, mais plutôt de dispositifs médicaux. C'est un secteur où il y a encore beaucoup de nouveautés, beaucoup de marge de progression. C'est un secteur extrêmement riche, je dirais, de projets, avec beaucoup d'innovations. Et un dispositif médical, ça peut être quelque chose de très simple, ça peut être une seringue jetable, et ça peut être un implant intracrânien qui permet de, par exemple, réduire des crises d'épilepsie ou des choses comme ça. Donc ça peut être de quelque chose de jetable d'extrêmement simple à quelque chose d'extrêmement complexe pour faire du diagnostic, par exemple. Et quelles sont les problématiques récurrentes que vous rencontrez souvent ? Alors, il y a différentes parties. Et c'est le métier par lequel nous, on est arrivé au départ, c'est toute la partie, je dirais, scientifique et technique. C'est comment réaliser le dispositif. Donc, quels sont les défis techniques auxquels on va devoir répondre pour pouvoir intégrer, par exemple, ce dispositif pour qu'il soit fiable. Donc, il y a cette partie-là. Il y a une deuxième partie, c'est les aspects qu'on appelle réglementaires. En quoi le dispositif qu'on est en train de réaliser, dans aucun cas, il ne pourrait être dangereux pour le patient ou pour le personnel soignant. Après une partie qui est la partie clinique, où il va falloir prouver que ce dispositif, il apporte bien un bénéfice pour le patient. Et on commence à aborder toute la partie, je dirais, médico-économique. Ce traitement-là, par rapport à tel bénéfice, combien il coûte, et donc, en gros, moyennant tel prix, à
qui va pouvoir en bénéficier par rapport à d'autres traitements existants qui sont moins performants. Alors on l'a dit, vos projets, c'est vraiment un encadrement global de la conception du produit, mais vous faites aussi de l'expertise et du conseil pour des produits déjà presque finalisés en fait. Oui, alors pour des produits qui ont déjà été démarrés, pas forcément avec nous, mais sur lesquels il y a un besoin d'un renfort technique pour améliorer tel ou tel point. Ça peut être des dispositifs qui existent déjà depuis plusieurs années, mais un des composants qui est utilisé devient obsolète et la structure qu'il a développée n'a pas de solution et donc elle va se retrouver en difficulté. Ça peut être aussi réglementairement, il y a régulièrement, on va dire, des évolutions parce qu'on s'est aperçu que telle façon de faire était potentiellement dangereuse, par exemple, pour le patient. Et donc, il y a aussi des évolutions de normes. Et donc, on va pouvoir aussi accompagner pour faire évoluer un dispositif et l'améliorer en ayant une bonne connaissance de toutes ces contraintes qui sont liées aux dispositifs médicaux. Parlons maintenant d'un seul projet, le projet Mellizim par Valotech, qui permet de mesurer de manière plus précise la glycémie pour les personnes atteintes de diabète. Parlez-nous-en un peu plus, c'est un dispositif qui pour l'instant a une forme de brassard, mais ce n'est pas une Alors, forme finale. Ça a plusieurs formes. L'origine un petit peu de ce projet, c'était des domaines de compétences de Valotech du départ, c'est tout ce qui est mesure et traitement du signal. Donc on a démarré, je dirais comme ça, sur comment, plutôt que le patient se fasse des piqûres en bout de doigt pour connaître sa glycémie, ce qui est assez fastidieux, douloureux, comment on pourrait l'aider en ayant à bas coût une mesure qui serait faite en automatique sur plusieurs semaines sur le patient. Et on a avancé sur ce projet avec différents hôpitaux, avec différents soignants et des patients. Et on s'est aperçu qu'il allait falloir apporter, je dirais, beaucoup plus aux patients pour que ça lui soit vraiment utile. Et donc, comment on allait pouvoir aussi interpréter toutes ces mesures et aussi d'autres informations pour conseiller au mieux le patient lorsqu'il est dans une situation un peu difficile et il a accès à son diabétologue, je dirais relativement rarement, puisqu'un patient il va voir en moyenne son diabétologue 1 à 2 fois par an. Et donc, il peut se retrouver fréquemment à des moments où il ne sait pas forcément quoi faire. Et donc, nous, on va rajouter de l'expertise de diabétologue dans l'analyse de ces données pour l'accompagner et pour le motiver à faire certains changements qui permettent de le maintenir dans un bon état de santé. Oui, parce que moi, je prends mon exemple personnel. Mon grand-père était diabétique, donc au début, il se piquait le doigt pour essayer de récupérer du sang et contrôler la glycémie. Puis ensuite, il y a eu un patch. Donc là, pour les personnes qui ont connu toutes ces technologies un peu maintenant un peu désuètes, qu'est-ce que votre projet va vraiment améliorer pour le Alors, les pour le solutions que diabétique? vous évoquez, elles sont réservées actuellement aux cas les plus graves, de diabète. Donc, à savoir les patients diabétiques de type 1, donc, qui, eux, se piquent plusieurs fois par jour pour connaître leur glycémie et font plusieurs injections d'insuline pour pouvoir réguler leur taux de sucre dans le sang. Et pour les cas les plus graves de diabète de type 2, qui ressemblent, on va dire, à ce stade-là un peu au diabète de type 1. Mais donc, les patients qui ne sont pas dans ces états, je dirais, les plus critiques, eux, n'ont pas accès pour l'instant à ces technologies, principalement pour des raisons de coût. Et donc, nous, on est dans un projet où un de nos objectifs principal, l'objectif principal, on veut aboutir à un coût d'une solution qui permette d'être à peu près équivalent aux solutions actuelles afin de pouvoir répandre cette solution de façon très très large et que ça puisse servir aux patients lorsqu'ils sont encore dans un stade de la maladie qui n'est pas trop grave. Alors, le projet fait partie du concours Regiostar organisé par la Commission européenne, puisque vous avez touché des fonds européens, le FEDER, le Fonds européen de développement régional. Le projet a coûté environ 900 000 euros et 400 000 euros ont été donnés par la région, un petit peu moins. Ça vous a permis de mettre ça, Alors, le projet de mettre en place? c'est une des aides effectivement qui nous a permis de démarrer le projet, d'avancer sur le projet. En parallèle de ces fonds européens dans le cadre du FEDER, on a aussi gagné des fonds au niveau français dans le cadre du programme d'investissement d'avenir, donc ce qu'on appelle les projets structurants de pôle de compétitivité. Et nous, ce projet-là, au niveau global, c'est plus de 9 millions d'euros qui sont investis depuis 2016, qui sont investis dans ce domaine-là. Et donc, on a une complémentarité entre des fonds qui peuvent venir de l'Europe et des fonds qui peuvent venir, par exemple, de France et des fonds privés qu'on cherche d'ailleurs à lever en ce moment pour compléter les financements. Pourquoi c'est si coûteux? C'est qu'il y a le développement des appareils, des technologies, mais après, il faut aussi aller faire des essais sur des patients
potentiellement dans différents pays, pour aller prouver que la solution, elle fonctionne bien et qu'elle apporte des choses par rapport aux solutions existantes. Et le projet, il en est où actuellement? Il est prêt à être commercialisé dans 1 ou 2 ans? Là, alors il y a ce qu'on appelle pour l'Europe, la zone européenne, ce qu'on appelle le marquage CE. Donc il y a différentes étapes à passer avant de pouvoir mettre sur le marché. Et donc là, on est dans un objectif de mise sur le marché d'ici 3 ans. Merci Jean-Christophe Lourme, je rappelle que vous êtes le président de Valotech. Le Mag Europe sur Sensation. On en vient à notre chronique chez nos voisins en partenariat avec TV78. On s'intéresse à la lutte contre le gaspillage alimentaire avec Olivier Janouex, responsable du centre d'information Europe Direct de Saint-Germain-en-Laye. On estime que 20% de la nourriture produite dans l'Union européenne est gaspillée ou perdue. Le gaspillage alimentaire avoisine les 88 millions de tonnes par an. Ça fait en moyenne 173 kg par habitant. En France, le gaspillage alimentaire avoisine les 136 kg par an et par habitant. Malte, la Roumanie et la Slovénie sont les 3 pays dont les habitants gâchent le moins de nourriture, un peu plus de 70 kg par habitant. Ce sont les Pays-Bas qui battent tous les records de gaspillage alimentaire avec 541 kg de nourriture gaspillée chaque année, devant la Belgique avec 345 kg et Chypre avec 327 kg. D'ici 2030, les Pays-Bas veulent diviser par 2 la quantité de nourriture jetée à la poubelle, en supprimant par exemple les dates de péremption sur le riz, le café ou encore les pâtes. En France, depuis 2016, une loi oblige les supermarchés de plus de 400 m² à rechercher un partenariat avec une association d'aide alimentaire pour lui céder ses invendus, au lieu de les jeter ou de les détruire. En Italie, une loi a été adoptée en 2016 pour faciliter les démarches administratives qui encadrent les dons d'aliments par les agriculteurs, les industriels du secteur et les commerçants. Ils peuvent ainsi bénéficier d'allègements de taxes concernant les ramassages des ordures s'ils confient les excédents alimentaires à des organisations caritatives. En Norvège, plusieurs initiatives ont vu le jour. Les aliments qui approchent de la date de péremption sont vendus moins cher. De nouvelles étiquettes ont aussi vu le jour. Certains fabricants utilisent désormais l'indication « meilleur avant » au lieu de « à consommer avant ». Les commerçants sont également encouragés à cesser les promotions du style 2 pour le prix d'un ou 3 pour le prix d'un afin d'éviter la surconsommation. Et puis une autre initiative, une application développée par une start-up danoise, Too Good To Go, trop bon pour être jeté en français, a démarré en 2015 au Danemark et ne cesse de conquérir l'Europe. On la trouve notamment aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne, en France, en Belgique, en Allemagne, en Suisse, en Italie ou encore en Norvège. Cette application permet notamment aux commerçants de proposer leurs invendus du jour à des prix réduits. Le Mag Europe sur Sensation. Que fait l'Europe dans notre vie quotidienne depuis 1991? Où que vous soyez en Europe, vous pouvez composer un numéro d'urgence unique. Explication. Le 112, vous connaissez sans doute. Ce numéro d'urgence, vous pouvez le composer gratuitement à partir d'un téléphone fixe ou d'un téléphone portable. Où que vous soyez dans l'Union européenne, l'opérateur répond à votre appel, soit il traite directement votre demande, soit il vous met en communication avec les services d'urgence, police, pompiers ou ambulance. Dans certains cas, l'opérateur peut répondre dans une autre langue que celle du pays où vous vous trouvez. Le 112 a été créé en 1991. Ce numéro d'appel d'urgence unique est né d'un constat, la hausse des déplacements des citoyens européens au sein de l'Union européenne. En France, le 112 ne se substitue pas aux autres numéros d'urgence, le 18 pour les pompiers, le 17 pour la police et le 15 pour le SAMU. Mais plusieurs États membres ont abandonné leur propre numéro d'appel d'urgence au profit du 112. C'est le cas de l'Espagne, du Portugal ou bien encore de la Finlande et de la Suède. Mounir Satouri, bonjour. Vous êtes eurodéputé au sein du groupe des Verts, Alliance Libre au Parlement européen. Vous faites notamment partie de la Commission de l'Emploi et des Affaires sociales. Alors on va parler aujourd'hui des violences que les femmes subissent, les féminicides. Et j'ai découvert en préparant cette interview qu'une femme sur 3 en Europe a déjà subi des violences physiques et ou sexuelles. Alors le gouvernement français a annoncé un plan de lutte contre ces violences et les violences conjugales. Alors parmi les mesures qui ont été annoncées, un assouplissement du secret médical par exemple, la création de centres de prise en charge pour les hommes violents ou encore la saisie des armes détenues dès la première plainte de la femme. Alors est-ce que ces mesures vont dans le bon sens ou bien, comme l'affirment certaines associations, c'est insuffisant? En fait, il y a des pistes de mesures qui vont dans le bon sens. Mais la vraie question sur ce sujet, c'est les moyens qui vont être mis pour qu'on puisse non seulement enrayer la violence, parce que vous avez parlé du chiffre, une femme sur 3 subit des violences, mais il y a le chiffre complètement scandaleux des décès causés par les violences conjugales. En 2018, en France, 121 femmes sont mortes des coups de leur conjoint. À novembre 2019, on est à 117 femmes qui ont décédé. Ça, c'est les chiffres des autorités. Les associations ont des nombres 138, parce qu'il y a des discussions autour de comment on compte, et les enquêtes ne sont pas complètes, les enquêtes ne sont pas allées jusqu'au bout. Donc vous voyez que non seulement
c'est dramatique, mais en plus, ça n'évolue pas dans le bon sens. Je crois que la violence faite aux femmes n'est pas une violence comme les autres. C'est une violence qui est caractéristique de notre civilisation. On est dans une civilisation humaine qui s'est construite autour de la domination des hommes. Et l'engagement sur ce sujet de l'égalité, et là je parle moi des violences qui amènent à des décès, mais les questions d'égalité salariale, les questions d'accès à tous les emplois, de libre choix, sont au cœur des préoccupations. Et il faut qu'on s'y mette et à tous les niveaux, et puis surtout qu'on mette les moyens à la hauteur du drame. Il y a des expériences différentes en Europe. L'Espagne a pris conscience, après un drame médiatique fort, une femme avait dénoncé dans les réseaux sociaux les violences qu'elle subissait par son conjoint, et 2 semaines après, elle a été brûlée vive. Et je crois que l'émotion a amené à la fois une prise de conscience chez les décideurs, ça fait accélérer mais les choses. aussi, je pense, je pense que malheureusement, parfois, il faut des électrochocs pour que l'opinion publique appuie et aide à l'accélération de la décision publique. Donc on peut faire autrement. S'il y a une véritable prise de conscience médiatique et tout ce qui peut être fait cette semaine pour attirer l'attention du grand public sur ce sujet, il faut le faire. Et pour que l'État, les décideurs publics mettent les moyens pour éviter ces morts et finir par ce qu'on aboutisse à une société véritablement égalitaire. Justement, vous parliez de l'Espagne. En Espagne, ils ont pris plusieurs mesures phares. Des tribunaux spécialisés ont été créés, des ordonnances de protection, des téléphones spéciaux ont même été distribués à certaines femmes victimes de violences et des bracelets électroniques ont été posés pour certains conjoints violents. Pourquoi est-ce que la France et plus généralement les autres pays de l'Union européenne, parce qu'on sait par exemple que l'Allemagne est le pays qui subit le plus de féminicides, ne s'inspire pas de ces mesures? Il y a des questions culturelles, de volonté politique, et puis il y a des questions de moyens. Moi, j'ai vu que dans le projet du gouvernement, les bracelets électroniques, les téléphones spéciaux sont à l'ordre du jour. Je ne sais pas encore les moyens qui vont être consacrés à cela. Et est-ce que toutes les femmes potentiellement victimes de violences qui en feront la demande pourront en disposer? Mais vous voyez que quand une femme qui subit les violences va dans un commissariat et qu'on ne sait pas la recevoir parce que le personnel n'est pas formé sur ce sujet, ou qu'elle passe des heures à attendre, quand elle exprime la souffrance qu'elle vit et la gravité de sa situation, et qu'on ne sait pas gérer l'urgence de son relogement, qu'on ne sait pas gérer l'urgence de la rescolarisation de ses enfants, c'est bien la démonstration qu'on n'est pas à la hauteur. Donc il n'y a pas une solution miracle, il y a tout un cocktail de solutions qu'il faut mettre. Il faut mettre de l'humain là-dedans, il faut qu'il y ait des travailleurs sociaux, il faut qu'il y ait des moyens pour assurer plus de réactivité de nos services, il faut qu'il y ait de l'écoute. Quand une femme finit par parler, c'est quand même dommage qu'on n'ait pas mis les moyens en termes de ressources humaines, en termes de formation, de qualification et de réponses concrètes, les moyens pour l'écouter pour éviter des drames. Justement, ces moyens pour l'écouter, le numéro 3919 qui a été mis en place en septembre. Ça va dans le bon sens. Est-ce que ça va suffire? Je pense que non, mais ça va dans le bon sens. Il faut mettre les moyens à la hauteur parce qu'on ne peut pas se permettre aujourd'hui, en 2019, de faire en sorte que ces violences demeurent. La violence faite aux femmes n'est pas une violence comme les autres. L'humanité, si elle existe, c'est grâce à ces deux genres et il faut protéger les femmes. Justement, l'Europe est au cœur de ça, au cœur de la protection des femmes. Le Conseil de l'Europe a voté et a fait appliquer la Convention d'Istanbul dont l'objectif est, je cite, « protéger les femmes contre toute forme de violence ». Alors à quoi sert et à quoi doit servir cette convention? Cette convention, elle apporte, et ça va dans le bon sens, une lecture genrée des violences faites aux femmes. Parce que jusque-là, on ne traitait pas de manière spécifique cette violence parce que c'était considéré par certains, par beaucoup, comme une violence comme les autres. Donc déjà, attirer l'attention sur la spécificité de cette violence-là. Évidemment, cette convention d'Istanbul réclame évidemment des moyens et un certain nombre de mesures, mais surtout, elle permet aux États de répondre de leur non-action sur les violences faites aux femmes. Donc c'est une avancée qui est majeure. Il faut que cette convention puisse être non seulement adoptée, votée, mais devienne effective. Et qu'elle vienne changer le droit dans nos pays respectifs. Cette convention a été signée par 34 pays. Pourquoi est-ce que ça traîne dans les autres pays? Parce qu'on manque de volonté politique. Et pour qu'on ait cette volonté politique, il faut qu'il y ait une pression des peuples. Donc j'appelle non seulement les militantes et les militants de ce sujet à être beaucoup plus actifs, et ils le font, et il faut qu'on les soutienne, mais il faut une prise de conscience globale
Et c'est un des maux de notre société. Et il est de notre responsabilité collective de le changer. Et nous devons exiger que l'État mette les moyens. Et ici, vous, au Parlement européen, parce que l'Europe est sur certains sujets au-dessus des États, comment est-ce que vous pouvez agir en matière de lutte contre les violences faites aux femmes? Nous voterons toutes les délibérations qui vont dans ce sens. Nous traiterons le sujet des violences faites aux femmes, mais plus largement aussi des sujets d'inégalité. Vous avez rappelé en début de notre échange que j'étais membre de la commission emploi affaires sociales. Nous ne sommes pas tous égaux dans l'Union européenne face à l'emploi. Il y a des déséquilibres et des disparités de salaire inacceptables entre les hommes et les femmes. Et c'est aussi un sujet qu'il faut contraindre. Parce que je disais tout à l'heure que cette violence était le symptôme de notre société. Et bien, lutter contre l'inégalité d'accès aux emplois ou de l'inégalité salariale est aussi participer à ce changement de mentalité vers une société beaucoup plus égalitaire entre les hommes et les femmes. Alors on a parlé de féminicide, des coups, mais les violences que les femmes peuvent subir sont sous forme variée, vous le disiez tout à l'heure. Par exemple, une femme peut être victime d'insultes. Les insultes sont une violence, recevoir des photos déplacées ou même encore des messages sur les réseaux sociaux. Là aussi, c'est des violences inacceptables. Évidemment. C'est des violences inacceptables, il faut les dénoncer et il faut surtout permettre, quand la parole se libère, qu'elle soit prise en compte et qu'il y ait des réponses. Alors Mounir Satouri, on va se quitter avec le Money Time. C'est une série de questions-réponses rapides pour mieux apprendre à vous connaître. Alors on va commencer par un sondage Odoxa qui nous dit que près de 7 Français sur 10 ont une bonne opinion de l'équipe de France de football. Et vous trouvez comment notre équipe de France de foot? Je la trouve très bien, notre équipe de France. Pour ou contre les notes et dans l'appréciation scolaire? Écoutez, dans le début de la scolarité, un certain nombre de spécialistes disent que la notation chiffrée n'est pas forcément de nature à encourager tous les enfants. Donc j'ai plutôt tendance sur ces sujets à faire confiance aux spécialistes. On parle des réseaux sociaux, vous êtes plutôt Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat? Plutôt Twitter. J'ai pas souvent le temps pour faire Facebook, mais tout ce qui peut permettre de communiquer l'action publique de nos représentants sont bons à prendre. Alors là, quand on enregistre, on est presque en plein Black Friday. Vous êtes plutôt pour vos achats, commerce de proximité, centres commerciaux, internet? Commerce de proximité, évidemment. À pied, voiture, transport en commun? À pied tant que c'est possible, transport en commun avant la voiture. Et près de 9 Français sur 10 se disent attachés au patrimoine culturel français. Comment est-ce qu'on peut mieux préserver? Il faut d'abord garantir son entretien. Le patrimoine n'est pas un coût, c'est un héritage qu'il faut qu'on soit capable de transmettre. Et puis, il faut permettre à tout le monde d'y accéder. On gagnerait à faire en sorte que toutes les couches de notre société, y compris parmi les plus jeunes, accèdent à ce patrimoine, le découvrent et apprennent à le connaître et à l'apprécier. Le e-sport pourrait-il devenir à l'avenir une discipline olympique? Je n'en sais rien, j'ai pas d'opinion. Vous jouez aux consoles de jeu? Non, pas du tout. Et quelles sont vos astuces pour lutter contre le gaspillage alimentaire? Ça commence par l'éducation et par le retour à plus de proximité et la sortie de la logique du gaspillage, du fast-food, du manger vite, du manger pas cher. Allons vers un peu moins de quantité, beaucoup plus de qualité et vous verrez que ça changera beaucoup ce sujet. Et enfin, qu'est-ce qui vous rend heureux? La joie de vivre, de se battre pour ses idées et d'avancer et de garder l'espoir. Merci beaucoup Mounir Satouri d'avoir été l'invité du Mag Europe sur Sensation. Je vous en prie, merci à vous. Partir étudier ou travailler à l'étranger, une chance pour de nombreux jeunes. Rencontre avec Yasmine lors des Erasmus Day organisés par la Maison de l'Europe des Yvelines à Saint-Germain-en-Laye. Les propos sont recueillis par Jérémy Cassada. Je m'appelle Yasmine et j'ai 18 ans. Je suis partie en Angleterre à Portsmouth pendant 5 semaines. Et pendant mon séjour, j'ai fait un stage dans une charity shop. Donc c'est comme un petit magasin en fait où on vend un peu de tout pour il y a des bénévoles là-bas en fait. Et en gros, c'est pour soigner les personnes qui sont atteintes de maladies du cœur avec l'argent qui est récolté. Au début, j'étais un peu réticente, mais avec du recul, je suis contente d'avoir vécu ce séjour et je suis super contente d'y être allée. Et ce séjour, il a été utile pour moi parce que j'ai amélioré mon anglais et j'ai appris un peu la culture anglaise, comment ils mangeaient, comment ils vivaient, tout ça. Si je devrais conseiller un futur élève qui voudrait partir à l'étranger, je lui conseillerais de foncer, vraiment, de ne pas avoir peur parce que là-bas, il y aura quand même ses amis, il va apprendre à parler anglais, ça va être bénéfique pour lui. Et avec du recul, le voyage, ça lui aurait fait du bien.
Donc voilà, franchement, je leur conseille à tous de faire ça. Et c'est toujours une bonne expérience et ça fait toujours plus propre sur un CV, quoi. Je vous emmène à présent à la découverte des pays de l'Union européenne. 3 bonnes raisons de partir en Italie avec Stéphane Renard, notre spécialiste des voyages. Ah, l'Italie, l'Italie, l'Italie. Mamma mia, la dolce vita. Vous savez, le pays frontalier, l'Italie, donc nos voisins, riches historiquement, bien sûr, riches en paysages, une gastronomie que l'on adore. Effectivement, les Français sont fans de gastronomie italienne, donc c'est une très bonne raison de partir là-bas déjà. Et l'exubérance de ses habitants qui parlent avec les mains, c'est ça les Italiens. Alors notre top 3 des destinations un peu en dehors des sentiers battus pour partir en Italie. En première position, une bonne raison de partir en Italie, le musée égyptien de Turin. Alors effectivement, c'est un incontournable, Turin, une ville à laquelle on ne pense pas forcément quand on pense à l'Italie, mais une ville qui réserve beaucoup de belles surprises, dont ce musée égyptien, avec plus de 6500 œuvres qui sont exposées dans ce musée à Turin. C'est une collection tout à fait exceptionnelle et une ville vraiment très intéressante que je vous encourage à découvrir. Pas très loin d'ailleurs des pistes olympiques des Alpes, si vous partez cet hiver. Ça peut être une idée aussi de partir sur les pistes de l'arrière-pays de Turinois. Une deuxième bonne raison de partir en Italie, assister une fois dans sa vie au Palio de la ville de Sienne. Donc qu'est-ce que c'est le Palio? C'est une course de chevaux qui se tient 2 fois par an à Sienne, en Italie, donc en Toscane. Ça a lieu donc effectivement au mois de juillet et au mois d'août, et c'est sur la Piazza del Campo, donc en plein centre de Sienne, où on retrouve des chevaux et des cavaliers qui arborent fièrement les couleurs de leur équipe. Et donc le Palio, en fait, c'est vraiment une tradition historique, une course hippique vraiment très célèbre. Mais attention, la course dure en moyenne 75 secondes. Alors soyez prêts, parce que ça va très vite, le Palio de Sienne. Une troisième belle raison de partir en Italie, c'est la ville de Matera, donc connue comme la Città dei Sassi, une ville toute en splendeur, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1993 et qui, cette année, en 2019, a été élue capitale européenne de la culture. Donc Matera, c'est une ville sur un éperon rocheux qui est très belle à visiter et qui va vraiment vous accompagner sur cette découverte de l'Italie. Le Mag Europe. Le Mag Europe, c'est terminé. Merci aux équipes techniques du Parlement européen de Strasbourg. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site internet et notre application Radio Sensation. On se retrouve le mois prochain. Bonne soirée. Le Mag Europe sur Sensation.